j'ai parlé de mesures du diamètre, de périmètre, de statut ou de taille. Je pense que c'est important de faire la corrélation entre la taille et l'activité sportive, et le poids de l'activité sportive. Pour ce qui concerne la taille, il faudra préciser que la taille peut être, on peut faire une mesuration de la taille debout ou assise. Et quand on fait la mesuration de la taille assise, on mesure la hauteur du buste, plus précisément. La taille assise est la distance entre la surface d'appui des fessiers, de l'ischio et le VTS. La méthode de mesuration consiste à faire asseoir le sujet sur un tabouret de hauteur connue ou sur une surface plane, le buste droit et les mains sur les cuisses, la tête orientée selon le plan de Francfort, plan que j'ai défini dans une vidéo précédente. Si on fait la mesuration de la taille assise avec un corps étendu, la technique reste la même. La technique est similaire, mais il faut dire que dans ce cas, les jambes sont pliées à 90 degrés pour rapprocher la barre mobile de l'ischio. Et la taille, bien évidemment, comme je l'ai dit, varie en fonction de l'âge, du sexe de la population. En ce qui concerne la population, on a 3 types de populations. Le codème qui sont très souvent mésocome, mélanodème qui sont très souvent brachycome et xanthodème qui sont très souvent macrocome. Et en ce qui concerne le buste, puisqu'on parle de buste ici, on a les bustes courts, on a les bustes longs. Les bustes courts, on a chez les Tutsis du Nigeria, chez les Soudanais, c'est-à-dire les populations africaines du haut du Nil et des zones de l'Afrique équatoriale. Aussi les Australiens, les groupes humains du Ceylan, les populations du Caco et de l'extrême sud de l'Amérique du Sud. C'est pour les bustes courts. Les bustes longs, on observe chez les populations de l'Asie centrale. L'Amérique. En Amérique, on a les Échymoses, les autochtones du nord-ouest, les habitants des régions andines. On observe aussi les bustes longs chez les pygmées africains, mais pas chez ceux d'Asie. Faisons maintenant la corrélation entre la taille et la performance sportive. Les bustes, par exemple du buste long, chez les hommes. On observe qu'il y a des valeurs extrêmes dans les sports nécessitant une grande force dans les parties supérieures du corps, comme chez les lutteurs, comme chez ceux qui pratiquent l'haltérophilie. Chez les femmes, il faut dire que le buste long n'est pas courant, n'est pas très courant. Mais disons globalement qu'un buste long est un des avantages dans les sports qui nécessite une mobilité et une vitesse considérable. Maintenant, passons au buste court. Si on prend l'exemple des rameurs, en fait, disons que les membres longs procurent un avantage mécanique durant la compétition qui permet de mettre des coups de rame longs. Si on parle de la stabilité du tronc, il faut dire que les joueurs de basket, les joueurs de volley et d'autres sports qui impliquent des sauts ont la nécessité d'avoir la stabilité du tronc. Passons maintenant au poids corporel. Le poids corporel a 2 types de composantes. Une composante stable et des composantes stables et des composantes variables. Les composantes stables comprennent le squelette, le système nerveux, l'appareil digestif et cutané. Les composantes variables comprennent les muscles et les tissus adipeux. La mesuration du poids corporel, comment ça se fait? Il faut dire que, j'ai demandé que je ferai une vidéo pour parler de ça. La mesuration du poids corporel, il faut dire que la préparation du sujet se fait dans les conditions standards. Comment? À jeûne, après avoir vidé la vessie, portant seulement les sous-vêtements et sans chaussures. Ça se fait très souvent le matin et non après un repas copieux ou une activité physique, non, le matin. Alors, disons que le poids corporel varie moyennement au cours d'une journée d'1,5 kg. Donc, après un repas copieux ou après une activité physique, le poids peut varier. Et quand on parle de mesuration, on parle d'erreur. Et l'erreur tolérée, c'est 1 kg en fait. Et rappelons que le poids varie en fonction de l'âge, du sexe et de la population, plutôt comme la taille. Maintenant, faisons la corrélation entre le poids et la performance sportive. Disons que les valeurs les plus élevées de masse corporelle sont observées dans les disciplines de courte durée. Telles que, disons, le sumo qui va jusqu'à 263 kg, l'haltérophilie, et même aussi chez les jeunes joueurs, les joueurs de ligne au football américain, ils ont un poids qui va jusqu'à 143 kg. Et dans d'autres sports qui sont dépendants de la force, comme chez les lanceurs de poids, de disques, de marteau. Disons que dans de nombreux sports, une
petite augmentation de masse peut influencer la performance. C'est très important. Et en supposant que la composition corporelle, en supposant une composition corporelle constante, il faut dire que des gains de masse musculaire entraînent une augmentation de la dépense, de la demande énergétique dans de nombreuses activités sportives. Donc, si tu prends la masse musculaire, il faut savoir que le gain de masse musculaire demande aussi plus de l'énergie. Par exemple, dans le cyclisme, une masse plus élevée se traduit par une résistance accrue au pédalage, une surface frontale plus grande et donc une résistance accrue à l'air, ainsi qu'une énergie accrue nécessaire pour pédaler en montée et une énergie cinétique transférée au vélo lors de l'accélération. Disons que les valeurs du poids les plus basses se retrouvent dans les sports où le corps n'est pas soutenu par l'équipement. Donc les valeurs extrêmes sont observées tant chez les hommes que chez les femmes. Dans les sports tels que la gymnastique, le patinage artistique, les sports de plongée, les marathons. Il faut dire qu'environ 2/3 des hommes se situent au-dessus de la moyenne de la population, tandis que l'inverse est vrai pour les femmes. La longueur des membres supérieurs est inversement corrélée au rapport entre la taille assise et la taille de haut. Les individus qui ont avec un tronc relativement long ont des bras et des jambes relativement courts, tandis que les athlètes avec un tronc relativement court sont très souvent associés à des sports nécessitant des bras longs. Par exemple, des disciplines comme la plongée, la natation, l'aviron, le water polo. Disons que les bras longs offrent l'avantage d'une plus grosse brasse dans la natation qui fournissent ainsi une grande puissance musculaire pour la soutenir. Dans le cas du water polo, les membres longs permettent une meilleure portée de balle. Les boxeurs présentent une combinaison inhabituelle de bras et de troncs longs. Bien que théoriquement, les plongeurs devraient bénéficier d'une petite taille et des membres courts. Ça pour faciliter, comme ça, disons, la poussée rapide du corps. Et les plongeurs ont souvent des bras relativement longs par rapport à leur taille, probablement en relation avec l'entrée de l'eau. Et pour finir, disons que des membres plus courts sont observés chez les athlètes pratiquant des activités de force comme l'haltérophilie. Donc, les leviers courts aident à fournir moins de travail lorsqu'une masse est soulevée sur une courte distance.